Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau podcast de Swiss Swish. La saison a beau être finie, vous ne pensiez quand même pas qu'on allait vous laisser tranquille. On aime trop ça, déjà, se voir et discuter entre nous. Et puis on a plein de sujets intéressants à partager avec vous. Alors, on va quand même revenir sur les championnes 2020, le Seattle Storm, puisque, souvenez-vous, mais on t'a vu, Liv, on t'a vu. Souvenez-vous, la dernière fois, on n'était pas encore sûr. Ça partait bien, ça partait même très bien. Et finalement, ça a fini en feu d'artifice. Et donc, on va revenir sur le sujet. Ensuite, on vous parlera chacun de notre meilleur moment de la saison et aussi de notre moins bon souvenir. On mettra à l'honneur chacun une joueuse et on parlera aussi de notre petite déception, toujours avec beaucoup de bienveillance et d'amour, mais quand même, parfois, il faut être un petit peu critique. Et enfin, on finira en évoquant avec vous les joueuses de WNBA qui ont l'honneur et la joie de jouer en LFB ou en première division belge. Et donc, comme ça, on vous annoncera un petit peu le programme finalement de cette intersaison, puisqu'on est parti pour quelques mois sans la WNBA. Alors, avant d'entamer tout ça, peut-être juste un petit point sur la petite actu du moment. Il ne se passe pas grand-chose, mais il s'est passé une chose. C'est que le coach Dallas Wings, Brian Hagler, est-ce qu'il a été remercié? Non, ils sont partis d'un commun accord officiellement, c'est ça? Et donc, voilà, après une saison où Dallas a vraiment failli retourner en play-off, a montré des belles choses avec Arike Ogunbowale, malgré tout, le coach Brian Hagler prend la porte. Votre avis sur la question? C'est une surprise parce que on pensait que c'était une année de transition, qu'il était là pour assez longtemps pour aider la reconstruction. Euh, Là, la non-qualification en play-off, c'était pas un échec retentissant parce que on les avait, il me semble, tous à peu près mis Ouais. pas trop loin de la qualif, mais pas tous. C'était pas une certitude qu'on les verrait en play-off. Et à côté, c'est une semi-surprise parce qu'il y avait eu toutes les rumeurs avant le début de la saison, des accusations qui n'ont pas encore été développées ou dont on ne sait pas si elles sont fondées, sur des soucis qu'il avait eu lorsqu'il était coach des Sparks. On savait qu'il y avait peut-être un petit souci qu'il aurait à gérer à côté de ça sur le plan judiciaire. Ça n'a pas trop avancé, donc c'est quand même une surprise pour le timing. Et on pensait que là, avec l'équipe qu'il avait, la jeunesse, Ogunbowale qui est encore monté en puissance cette saison, on pensait qu'il resterait et que voilà, on le verrait encore plusieurs années à la tête des Wings. Flo, ton sentiment là-dessus? Mais le communiqué officiel dit qu'ils se sont quittés d'un commun accord. Maintenant, on sait tous que d'un commun accord, ils sont pas arrivés tous les deux en réunion. Il y en a un qui a fait au fait, il faut que je te dise. Ah, ben oui, mais on est d'accord. Enfin, il y en a quand même toujours un des deux qui est plus d'accord que l'autre. Il faudrait savoir, ce qui serait intéressant, c'est savoir de qui ça vient en premier. Si c'est Hagler qui a décidé de partir, prenons ce premier scénario-là, c'est un peu particulier parce qu'il quitte un peu le bateau au milieu du truc. Le projet, il évoluait quand même bien par rapport au jeu de l'année passée, même si cette année-ci, en termes de résultats, ça n'a pas été beaucoup mieux, même si elles ont failli choper les playoffs. Mais par contre, en termes de jeu, il y avait quand même une vraie évolution par rapport à l'année passée. Enfin, on sentait qu'il y a quelque chose qui se construisait et c'était assez excitant à regarder. Donc, si c'est lui qui part, pourquoi est-ce que vraiment l'environnement est si toxique que ça à Dallas? C'est vrai. C'est assez bizarre. À moins que en sous-main il ait une autre opportunité qui l'attend quelque part et donc il dit bon vous êtes gentil mais on m'appelle et donc à ciao bonsoir je m'en vais vers d'autres cieux. Et effectivement l'autre solution c'est que la décision elle vienne quand même un peu plus du côté de la franchise. Dans ce cas-là, il y a toujours la possibilité de voir de l'extra sportif et qui, pour moi, est la seule explication logique parce que si c'était sur le sportif que ça se basait, ça n'a aucun sens alors que le projet allait vraiment dans le bon sens, à moins qu'il y ait vraiment des incompatibilités d'humeur vis-à-vis des joueuses, mais j'ai pas l'impression. Enfin voilà, c'est un peu flou, mais ce qui est triste, c'est pour le projet de Dallas qui était vraiment en train de se développer, il faudrait pas que ça casse l'élan alors que c'était bien parti, quoi. Et toi, Liv, un avis sur la question? Je suis d'accord au sens que c'est difficile de se prononcer quand on ne sait pas si c'est purement sportif ou si ça relève de réflexions sur lesquelles on n'est pas informé. Après, je me dis peut-être qu'ils ont fait, disons, d'une pierre deux coups et que vu que cette non-qualification en play-off va peut-être permettre de se débarrasser de manière assez opportune de Brian si jamais il pose des soucis dans l'effectif. Mais
franchement difficile d'avoir un avis concret là-dessus. Ouais, je pense qu'il faut attendre de voir effectivement si quelles sont les signatures, enfin, où Brian va signer, ce qui va se passer, et voir aussi du côté de ce qui avait été lancé du côté de donc c'est l'ancienne GM des Sparks qui avait lancé des accusations, et voir un petit peu ce qui se passe. Mais voilà, c'était assez calme, si ce n'est comme d'habitude, on n'est jamais déçu par Dallas qui nous apporte toujours depuis la famille Ewing, on peut dire que ça ne s'est jamais vraiment calmé, et ça continue même là. Référence de Boomer, merci. Donc voilà, petite parenthèse sur l'actualité. Maintenant, on retourne déjà quelques semaines en arrière, 2 semaines en arrière, avec le sacre du Seattle Storm. Liv doit encore avoir un reste de champagne dans le frigo qui finit de buller. Voilà, que dire qu'on n'a pas déjà anticipé avant dans l'émission, puisque quand on s'était vu la dernière fois, on était à 2-0. On pressentait bien que ce serait difficile pour les Aces de faire un 3-0. Donc effectivement, que dire si ce n'est que Seattle a roulé sur la saison, que ce sont des belles championnes, elles étaient attendues, elles ont été là. Pas de grosses surprises, mais au final, un résultat vraiment satisfaisant. Liv, tu aurais pu rêver mieux, ou là c'est vraiment, on a réalisé, le fantasme ultime a été atteint? J'aurais pas pu rêver mieux, j'en espérais pas tant, comme je l'avais dit, j'avais pronostiqué une victoire 3-1, Ouais. et finalement ça s'est soldé, comme Shai l'avait dit, en 3-0. Je trouve ça vraiment beau, ce retour au titre après la petite pause, la petite interruption en 2019. Et surtout, on rejoint une catégorie importante dans les clubs, puisqu'on fait partie maintenant des 3 seules franchises avec les Comets et les Lynx à avoir gagné 4 titres. Et en l'espace de 16 ans, je pense que c'est quand même une belle performance de voir aussi l'étalement de ces titres dans le temps. Donc très contente et ravie. Toi, Shai, qui avait salement pronostiqué le sweep, je suppose que tu es heureux aussi d'avoir réussi ton coup. Oui, c'était pas contre les Aces le 3-0, c'était le rapport de force me paraissait malheureusement déséquilibré. Ça s'est confirmé sur le terrain, et c'est aussi ce qu'on avait vu en saison régulière, même si à la fin les Aces avaient finalement réussi à passer devant. Je suis pas sûr que les Aces dans l'ensemble avaient fait une aussi bonne impression, une telle impression de puissance et et puis le potentiel, les moments où Seattle accélérait, se fâchait un peu, c'était tout de suite plus impressionnant que n'importe quelle autre équipe. Le seul truc qu'on peut regretter sur cette saison, quand on n'est pas fan à la base du Storm, on aurait aimé les voir un peu plus se challenger et que toutes les équipes aient été au complet, qu'il n'y ait pas eu de blessures, de forfaits et tout ça, mais au final ça reste une superbe histoire. Le retour de Brianna Stewart, c'est fantastique. Sue Bird qui revient aussi après une année d'absence, qui est encore là à un superbe niveau. Puis il n'y a pas que ces deux-là, on a beaucoup parlé de ces deux-là parce que c'est des joueuses emblématiques, l'une du présent et l'autre depuis encore plus longtemps. Mais au final, toute l'équipe est superbe à voir jouer. Il y a vraiment une excellente vibe autour d'elle, et franchement, ça fait plaisir. Quand on est neutre, c'est forcément un très très beau champion. Et toi, Flo? Je me souviens de ce qu'on avait dit quand on essayait de pronostiquer le Game 3, en se disant qu'est-ce qui pourrait arriver, en se disant, on avait parlé éventuellement de se dire, bon, il faudrait presque une défaillance du Storm, qui n'a pas eu lieu du tout. Et en fait, ça a même été encore pire que ce qu'on pensait, parce que là, autant les 2 premiers matchs, Seattle était au-dessus, mais sur le 3e, il n'y a pas eu match. À la mi-temps, tout était plié, et c'était assez chaud, avec Brianna Stewart, Joel Lloyd, tout le monde au taquet. Sue Bird qui au final fait un match nettement plus calme que les précédents, parce qu'en fait il n'y avait pas besoin. Et donc oui, Seattle qui se retrouve à être franchise avec 4 titres. Sue Bird a 4 titres, donc là elle rejoint une caste, il n'y en a pas des masses à 4 titres. En fait, la seule qui n'a ni joué à Minnesota ni joué à Houston. Donc ça commence à faire partie d'un club très restreint de joueuses. Alors oui, il y a toujours des circonstances. Bon, on peut peut-être en trouver chaque année. On espère chaque fois que l'année suivante, on se dit ouais, tu vas voir la saison prochaine avec tout le monde de retour et sans les blessures. Voilà, ça c'est les circonstances chaque saison. En soi, Seattle a eu la chance d'être relativement épargné, mais elles ont aussi proposé un jeu magnifique. Donc il n'y a rien à dire. C'est peut-être un très beau champion et peut-être pas
les plus belles finales qui soient, dans le sens où l'opposition, c'était déséquilibré. Ouais, comme tu dis, chaque saison, on se dit, l'année passée, on aurait pu dire, ah ouais, Washington a gagné, mais Seattle n'était pas au... Voilà, bah là, c'est cette année, on se dit, tout le monde disait, ouais, Washington avec Emma, Elena, Tina Charles, etc. Et puis finalement, on attendait encore... Alors, Liz Cambage, j'en avais déjà parlé, est-ce que c'est finalement un bonheur, une malédiction pour les Six de l'avoir dans l'effectif? Difficile à dire, mais... Avec des si, toujours est-il qu'effectivement, je pense que quand on parle d'astérisque à côté de saison, etc., c'est ridicule. Chaque saison a ses particularités et dans tous les cas, personne ne vole rien à personne, loin de là. Les Lakers, c'est autre chose, mais c'est un autre débat. Évidemment. Alors merci, voilà, donc comme ça on va dire, on va clôturer la partie des champions, mais on ne clôture pas tout à fait la saison puisqu'on a encore envie d'échanger avec le recul maintenant sur le meilleur souvenir et puis aussi le moins bon souvenir de cette saison. Donc je propose qu'on commence d'abord par votre meilleur souvenir donc de cette saison dans la Wobble. On va peut-être commencer par toi, Liv. Oui, donc moi c'est un double meilleur souvenir parce qu'il n'y en a jamais trop. Et donc c'est le double retour de Sue et de Stewie à leur meilleur niveau, toutes les deux. On l'a dit 1000 fois bien sûr, mais Stewie elle revenait d'une rupture du tendon d'Achille qui avait eu lieu en mai 2019. En janvier 2020, on avait eu l'occasion de la voir déjà sur le terrain avec Team USA, mais on n'avait quand même pas de certitude quant au niveau auquel elle arriverait pour ce début de saison. Et on peut dire qu'elle a tout simplement répondu à toutes nos attentes et même surpassé nos attentes parce que je pense que personne ne pouvait prédire une saison si belle de sa part, même si j'avais quand même prédit qu'elle serait MVP des finales. Mais ça, c'est parce que je suis assez optimiste. Et voilà, on peut que dire à chaque fois qu'elle amène son équipe vers les finales, non seulement elle gagne les finales, mais en plus elle finit MVP. Donc c'est pas rien. En 2018, elle tournait à 21 points de moyenne. Là, elle était à presque 20 points. Et pourtant, elle a quand même donné l'impression parfois d'être encore plus à l'aise qu'auparavant. Donc c'était vraiment un retour magnifique. Je vais dire la même chose pour Sue, dans un rôle différent. Elle est passée également 2018, 10 points de moyenne, 2020, 9 points, mais elle a aussi su s'améliorer. Elle a tiré à 46% derrière la ligne des 3 points, ce qui est le meilleur pourcentage de sa carrière. Donc je trouve ça fou de voir qu'à son âge, elle est encore capable de se réinventer et non seulement de perdurer au niveau auquel on l'a toujours connue, mais également de s'améliorer. Donc chapeau à toutes les deux. Moi, je propose qu'on lance un défi à Soubert, c'est qu'elle arrêtera le jour où son âge sera équivalent à son pourcentage à 3 points. Si elle continue telle qu'elle est, on a encore 6 ans. À la limite, si elle baisse un petit peu, encore 5 ans, 4 ans. Mais tu vois, ça me paraît encore un bon deal à passer avec elle, quand elle s'est plus shootée. Voilà, donc on lui enverra les papiers, évidemment. Et toi, Flo, ton meilleur souvenir ? Moi, c'est pas vraiment un meilleur souvenir, mais c'est le plus marquant. C'est quand il y a eu cette fameuse grève des joueurs et joueuses, que ce soit NBA, WNBA. Et la grève et le mouvement, il a été suivi par toute la ligue, mais le match qui devait se jouer ce soir-là, c'était un match des Mystics. Je sais déjà même plus contre qui, d'ailleurs. Non, c'était pas Atlanta, justement. Je saurais plus dire, mais... Je pense bien que c'est ça. Donc en plus, il y a... Ça rajoute une petite dimension quand même. Mais il y a surtout cette image de ce t-shirt des Washington Mystics avec les balles. Les balles dans le dos, le nom éplé sur l'avant et surtout ces balles dans le dos qui étaient sanguinolentes. Et c'est vraiment une image qui a fait le tour après parce que même beaucoup de médias qui parlaient de la grève en NBA, au final, montraient cette image-là, parce que je pense que c'est quelque chose qui s'est décidé relativement vite, des t-shirts qui ont été faits un peu comme ça sur le coup, mais l'image a été très bien trouvée, tout le staff le portait, et visuellement, moi qui suis assez sensible à tout ce qui est graphique et communication, je trouvais que là... c'était un beau coup. Ouais, c'était franchement marquant. Merci Flo. Et toi, Shai ? Pour moi, c'est pas un secret que je me suis un peu épris du Connecticut Sun cette année. Moi, j'aime bien les histoires et suivre les choses sur une saison, parce que j'ai pas à la base d'équipe préférée, mais je peux m'attacher à une histoire, à une narration sur une saison. Donc moi, j'ai choisi un moment en particulier, mais qui est lié aussi à l'ensemble de la saison. C'est le Game 3 contre Las Vegas, où
où 48 heures plus tôt, Alyssa Thomas s'explose l'épaule et on pense qu'on ne la reverra pas. Les heures avant le coup d'envoi, il y avait un peu de suspense. On ne savait pas si elle allait être présente, si elle allait sortir du banc, jouer 10 minutes ou même pas du tout jouer. Et la voir non seulement déjà tenter de démarrer le match, je me suis dit, bon, ok, là, on a affaire à une joueuse déjà qui est un peu surnaturelle. On s'était déjà un peu épris d'Alyssa Thomas avec Steph parce qu'on l'avait rencontrée, on l'avait trouvée assez vraiment cool et intéressante et tout. Et là, le fait de la voir faire un truc comme ça, et en plus derrière dominer le match, faire gagner le match à son équipe, moi ça m'a marqué. C'est une des plus belles, c'est un des plus beaux matchs individuels que j'ai vu depuis que je suis le basket, tout simplement. Et c'est un de ceux qui m'ont procuré le plus d'émotions sur le coup, tout simplement. Donc j'ai choisi ce moment-là. Que je comprends largement. Alors, si toi, c'est pas une surprise que t'aimes bien Connecticut Sun, moi, c'est pas une surprise de savoir que j'aime les vieilles, que j'aime les joueuses de légende, celles qui ont déjà, qu'on enterre parfois un petit peu trop vite. Donc, comme on a déjà mentionné, évidemment, Sue Bird qui était là, moi, je voudrais mettre un petit focus sur la saison de Diana Taurasi, parce que voilà, elle a quand même joué un petit peu en 2019, et ce qu'elle a fait en 2019, c'était plutôt tristounet. Je sais que, voilà, elle a voulu jouer encore blessée. Et là, c'était vraiment la DT, elle est en souffrance, ça se voyait avec des difficultés, etc. Je dis pas que cette saison-ci a été toute rose, il y a eu aussi des pourcentages de shots ou des moments compliqués. Mais elle a quand même été capable plus d'une fois, à 38 ans, de vraiment faire gagner son équipe, de porter son équipe. Et je me dis, voilà, je sais que la communauté francophone de WNBA est encore relativement récente. Et je trouve que c'est chouette que cette communauté ait pu voir en action encore certains matchs de DT, mais la grande DT en fait. Voilà. Donc je sais que, voilà, je prends l'exemple. Moi, j'ai la chance de voir Jordan encore jouer. J'ai commencé à m'intéresser pendant les finales 97-98, donc 97-98. Et donc moi j'ai vu Jordan à son apogée et j'ai pleuré quand je l'ai vu faire ses moves, etc. Et je me dis, voilà, forcément, moi quand il y a des débats du GOAT, je suis tout en foufette parce que j'ai envie de défendre mon petit MJ, parce que je l'ai vu à son apogée. Et je trouve ça important, vu que la communauté est en train de se développer maintenant et qu'il y a quand même pas mal de gens qui disent je suis là depuis la saison passée, par exemple. Voilà, vous avez vu, je pense, peut-être à Léane, par exemple, qui à un moment, je pense que c'est cette année, elle a eu presque une révélation, elle a fait « Ah, c'est ça, Diana Taurasi !» Et j'ai envie de dire « Ouais, c'est ça !» Donc voilà, moi je suis contente parce que pour les plus anciens, on savait, pour les plus jeunes, comme ça, vous savez aussi, en fait. Et dites-vous qu'avant, c'était même ça tout le temps. Et j'espère qu'elle pourra encore nous faire plusieurs matchs et des performances comme ça plus régulièrement. Donc voilà, moi c'était évidemment mon petit... Oui, qu'est-ce qu'il y a, Flo ? Et avec tout le paquet, juste à dire qu'avec le trash talking qu'elle Oui. qu'elle continue à conserver, même dans la wobble, elle arrive à spliter des arbitres et à dire je te retrouve ouais, dans le lobby. Je te retrouve dans le lobby. Oui, en fait, elle nous a fait du DT ce qu'on voulait voir, c'est-à-dire, si vous connaissez la scène mythique où elle fait un bisou à Simone Augustus, voilà, ce genre de truc-là, c'est vraiment une joueuse qui marque au-delà même du basket, et c'est chouette de l'avoir eue telle qu'elle est, avec son côté parfois elle fait la gueule, ou elle rigole, ou elle tire la langue, enfin Diti quoi. Donc moi je suis vraiment contente de l'avoir revue, et de l'avoir revue plus d'une fois en tout cas à son bon niveau. Donc voilà, ça c'était mon petit point positif. Maintenant le moment peut-être votre plus mauvais souvenir, parce que voilà, il y a aussi des moments où on a fait aïe, c'était quoi? Alors pour toi Liv, c'est quoi le moment qui t'as eu le petit pincement au cœur, ou alors qui t'a un peu fâché? Et donc c'est un moment que je classe en pire souvenir, même s'il est quand même lié à une histoire heureuse, donc vous allez le voir. C'est le départ de Sammy Whitcomb de la Wobble, juste avant les finales, alors qu'elle avait énormément contribué tout au long de la saison régulière et même lors des demi-finales des playoffs pour son équipe. Et elle a dû donc quitter la Wobble pour aller rejoindre sa femme Kate, ou plutôt pour aller se mettre en quarantaine plus d'une vingtaine de jours avant de la rejoindre en Australie, puisque sa femme Kate est enceinte et qu'elles attendent toutes les deux un petit garçon. Donc voilà, c'est une belle histoire parce que c'est un moment heureux pour la vie de Sammy. C'est juste dommage que du fait de la situation sanitaire, de la crise et tout ça, elle ait dû partir en avance pour pouvoir être sûre d'être là à temps le jour de ma naissance. Et d'ailleurs, on a des nouveaux... Non, il y a toujours le petit Stewie, il n'est toujours pas là. Le petit n'est toujours pas là, et il me semble, si à en croire les stories de Sammy, qu'elle est toujours en quarantaine. Ah waouh. Donc qu'elle n'a pas encore rejoint Kate. C'est des mesures très très strictes en Australie. Je sais même pas si ça allait pas à une trentaine de jours, quoi. C'est encore autre chose que le couvre-feu à 22h.
C'est ça. Et toi, Shai, ton plus mauvais souvenir? Moi, j'ai choisi la blessure de Bria Hartley, parce qu'elle faisait vraiment une belle saison. Elle Ouais. avait chassé, même nous, hein, je pense que même moi personnellement, quand elle a signé au Mercury pour 3 ans un contrat max, je me disais, ça va faire beaucoup de pression, c'est pas simple, c'est pas encore une star de la Ligue. Elle a eu ses déboires aussi, et au final, Phoenix, elle apportait quelque chose d'énorme. Elle était dans la course pour le titre de 6e femme de la saison. Et en plus, c'était quelques jours après qu'on l'a eu en interview, donc c'était vraiment triste. Ouais. C'est des images qu'on déteste toujours voir, des graves blessures au genou. C'est une internationale française aussi, donc ça fait forcément on se projette sur les JO si toutefois ils ont lieu. On se dit que c'est quand même une chose importante de l'équipe. Donc ouais, c'est un moment qui m'a pas fait plaisir, et je pense aussi que ça a pu peser sur Phoenix ensuite pendant les playoffs. Je me dis qu'avec avec ce qu'elle apportait en sortie de banc, ou même quand elle était dans le 5, peut-être que Phoenix aurait été un petit peu plus loin aussi. Donc on lui souhaite un prompt rétablissement, en espérant la revoir très très vite sur les terrains. Ouais, elle fait sa rééducation à Minneapolis pour le moment. Et je pense que comme beaucoup de gens qui ont eu les croisés, c'est des moments difficiles et puis des petites avancées, etc. J'avoue que je regarde avec beaucoup d'attention. Elle fait énormément de kiné, donc voilà, c'est une joueuse jeune. Moi, je pense qu'elle reviendra, il y a pas de souci, mais c'est clair que le timing était mal choisi. Elle était clairement en train de faire de très belles choses à Phoenix. Et toi, Flo, ton moment plus sombre? Si c'est vraiment un moment qu'il faut choisir précis, je me rappelle d'un match des Washington Mystics. On sortait d'une semaine où on avait quand même plutôt bien joué, la première. Hein. Tout le monde disait que Mike Thibault était un magicien. Et puis on a eu un retour sur terre hyper brutal face au New York Liberty. Ah oui, je m'en souviens. Le match. Enfin, je sais même pas s'il faut appeler ça un match. Ouais. Donc le Liberty a eu 2 victoires cette saison-ci. Et on a une des 2, c'est nous. Et c'était horrible. C'était juste horrible. C'est-à-dire que je m'en fous de perdre ou de gagner. J'aime bien gagner, je supporte mon équipe, mais je suis pas. On a un nouveau jeu. Mais là, il y avait rien. Et d'ailleurs, par rapport à ceux qui trouvaient que Emma Messman n'avait pas fait assez cette saison-ci, ce match-là, elle met 17 points. Et elle est propre au shoot, au pourcentage. Mais il y avait rien collectivement. Il y avait pas de banc, il y avait rien du tout. C'est vraiment un match devant lequel je me suis dit, là, j'ai perdu 2 heures de ma vie à regarder ça. Je me souviens sur Twitter, tu étais complètement dépité après, je me rappelle. Mais le plus dur, c'est l'euphorie, c'est le côté, on entendait même des back-to-back, et puis, voilà. C'est ça, gros retour sur terre, quoi. Ouais. Donc toi, c'est ce match-là que tu retiendras comme le moment plus difficile. Bon, oui. Ouais. Le mien, à nouveau, je ressemble un petit peu à mon ami Shai sur le coup, puisque c'est aussi une blessure. Mais moi, c'est la blessure de Sabrina Ionescu. Pour 2 raisons. D'abord, parce que j'aime beaucoup le New York Liberty. Après, Ghislain, pardon, parce que vous dites Ghislain en France, a écrit un truc qui m'a fait rire tout à l'heure. Il a dit: je suis un baskettique, j'aime toutes les équipes. Et honnêtement, autant je peux avoir des avis hyper tranchés, des goûts très prononcés en NBA, c'est vrai qu'en WNBA, je suis un petit peu comme lui. J'aime beaucoup, beaucoup d'équipes. J'ai du mal à vraiment dire... Il y a toujours bien quelqu'un ou quelque chose qui fait que j'aime une équipe. Mais après, j'ai quand même mes petites préférences pour certaines raisons. Et New York, c'est simplement New York, quoi. Donc du coup, le Liberty... puis je sais pas, je dois être habituée à la loose avec les Knicks. Donc j'y retourne comme un aimant, en fait. Et donc du coup, j'aime bien le Liberty. Et comme j'aime bien le Liberty, comme beaucoup de gens, j'attendais beaucoup de Ionescu. Et même par rapport au futur de la Ligue, il y avait tellement de regards... on savait qu'elle était fort attendue. On sait que c'est en termes de marketing aussi. Et comme nous, on veut tous la même chose, à savoir que la Ligue décolle, on sait que Ionescu va faire partie de l'équation pour que ça décolle. Et donc la voir se blesser si tôt, et en sachant qu'elle ne reviendrait pas après, c'était vraiment dès le 3e match, on savait que le Liberty, ça allait plus du tout rouler. Et du coup, voilà, on savait que le projet était déjà difficile, sans Ionescu, ça devenait complètement impossible. Et donc cette blessure, moi, ça a été un petit coup de froid, d'un point de vue fan et d'un point de vue simplement de la Ligue, parce que je sais qu'on perdait un intérêt. Alors après, à nouveau, on peut toujours voir des côtés positifs. Je pense que ça a relancé aussi un peu l'intérêt de la rookie de l'année.
Même si on peut pas prévoir, peut-être que Ionescu n'aura pas fait la saison annoncée, mais vu ce qui commençait, ça partait bien. Là, on a peut-être pu voir des éclosions, des belles histoires comme celle de Crystal Dangerfield par exemple. Mais au final, je trouve vraiment que c'est dommage. C'est qu'une saison, elle est jeune, il n'y a pas de problème, c'est pas inquiétant. Mais sur le coup, ça n'a pas fait plaisir. Voilà pour notre petit tour des points, des moments positifs et négatifs. Maintenant, on va s'attaquer carrément aux personnes. Et on va aller choisir nos joueuses favorites et nos joueuses qui nous ont peut-être un petit peu déçues cette saison. On va commencer par les coups de cœur. Flo, ton coup de cœur de cette saison en tant que joueuse, il sera pour qui ? Il pouvait y en avoir beaucoup. C'est un coup de cœur parce que je l'avais vraiment sous-estimé. Et comme on fait un peu un bilan de saison, je vais rester très corporate avec Leilani Mitchell, qui est une joueuse. Donc quand on l'a signée, j'étais très content de la voir parce que je me disais qu'on rajoutait une shooteuse. Et je dois avouer que j'ai complètement sous-estimé à la base ce qu'elle pouvait amener à la création. J'avais l'impression qu'on prenait vraiment juste une shooteuse dans un corps de meneuse et donc voilà que c'était très bien, mais elle a vraiment bien tenu la baraque. Et alors, elle a toujours, que ce soit en dehors de terrain ou sur le terrain, le smile. Et elle a fait partie de malgré tout le milieu de saison qui a été assez compliqué sportivement, de la bonne ambiance qu'il y a toujours eu au Washington Mystics. Je m'étais jamais intéressé plus que ça à cette joueuse quand elle jouait à Phoenix, même si je voyais comment elle jouait et je reconnaissais ses qualités. Mais là, du coup, qu'elle soit dans mon équipe, entre guillemets, je l'ai regardée d'un peu plus près et je suis vraiment tombé sous le charme de ce qu'elle peut proposer offensivement. Et ouais, j'avais sous-estimé son apport à la création. Et en petite wildcard, j'ai envie de rajouter aussi la belle découverte de Kira Leslie. Je m'attendais à ce que ce soit une joueuse intéressante parce qu'on fait toujours confiance au choix de Mike Thibault, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit une aussi bonne défenseur déjà. Et donc une très belle révélation pour la suite, sans savoir ce que donneront les saisons suivantes, qui on pourra garder, qui on ne pourra pas garder. Enfin, l'intersaison va sans doute être assez marrant pour certaines équipes. En tout cas, c'est intéressant d'avoir une joueuse comme ça. C'est des découvertes qu'on n'aurait peut-être pas eues dans une saison avec Tyler Charles. Enfin, il y aurait eu moins de place. Et toi, Liv, ta joueuse coup de cœur de cette saison ? Est-ce que tu vas rester au Storm ou est-ce que tu vas oser t'aventurer sur les chemins scabreux en dehors de la franchise d'Emerald City ? Pour une fois, je vais oser être aventureuse. Oh mon Dieu. Même si je vais quand même rester avec une petite de mes maraudes, puisque c'est une joueuse de Yukon que j'aime beaucoup. C'est donc la rookie de l'année dont tu as prononcé le prénom tout à l'heure, Crystal Dangerfield, qui a fait une saison magnifique, qui a surpris de nombreux observateurs. Le soir de la draft, on se souvient qu'elle avait été choisie en 16e position, donc beaucoup plus bas que ce qu'on attendait. C'était vraiment une surprise et on se disait qu'elle semblait avoir été oubliée. Et puis Cheryl Reeve quand même a su lui faire honneur et la choisir dans son équipe comme elle sait le faire si souvent en dénichant de beaux talents. Et suite à ça, Crystal Dangerfield, elle a vraiment réussi à s'imposer dans l'équipe. Elle est devenue très rapidement meneuse titulaire. Et je pense que c'est pas rien parce que même dans cette équipe des Lynx en reconstruction, il faut se dire qu'il n'y a pas longtemps, ce poste de meneuse, il était il revenait encore à Lindsay Whalen. Et donc, d'une certaine façon, s'inscrire dans les pas de Whalen, ce n'est pas rien. C'est aussi la première fois qu'une joueuse draftée au second tour obtient ce titre de rookie de l'année. Donc, je pense qu'il est amplement mérité et l'histoire est d'autant plus belle. Et je pourrais finir aussi en mentionnant que certains vont dire que oui, il y a eu énormément de blessures, Sabrina Ionescu n'était pas là, etc. Mais si on suit la logique jusqu'au bout, eh bien, je pense que ça aurait dû être la numéro 2 ou numéro 4 de la draft. Il y avait Satou Sabali, il y avait également Lauren Cox. Elles auraient pu gagner ce titre, mais non, c'est bien Crystal qui allait le chercher en se battant sur le terrain. Et donc, franchement, ce titre n'a pas d'astérix à son côté. Tout à fait. Et toi, Shai ? J'en ai choisi deux en fait parce qu'il y en a une qui était évidente mais je voulais te la laisser. Donc, je ne sais pas si tu veux que j'en parle tout de suite. Je vais te la laisser. Et là, je vais la mentionner à la fin pour te faire la transition comme ça. Ce sera parfait. Donc, moi j'ai pris l'intitulé comme une joueuse que je connaissais mal ou que... Ah, ça y est, le mec, après nous avoir fait ce cinéma-là pour la MIP, il le refait pour la joueuse coup de cœur. Il a besoin de définir sa joueuse. Donc vas-y, définis-nous exactement ce que tu voulais dire. On t'attend. Non, j'ai juste considéré que c'était
une joueuse, et pour la deuxième, ce sera le cas aussi, vous verrez tout à l'heure, que je connaissais mal ou que j'avais mal jugé. Voilà, c'est pas une joueuse que j'adore et que j'ai encore plus adoré cette année. Donc là, j'ai choisi Alicia Clark de Seattle. Je fais le boulot de Liv. Je suis pour Liv. Parce que, évidemment, je l'avais vue avec Seattle, je l'avais vue un peu jouer en France aussi. Mais je m'étais jamais vraiment attardé sur elle, notamment sur le côté défense. Et là, cette année, ça a été une vraie révélation de regarder à fond les matchs de Seattle et de la voir toute l'intelligence défensive qu'elle déploie sur le terrain, sa polyvalence. C'était vraiment, moi j'aurais voté pour elle comme défenseur de l'année. Et je l'ai trouvé vraiment essentielle au succès du Storm. Pareil, elle a le sourire, elle se bat sur le terrain. Il y a tout qui était fait pour que je l'aime beaucoup cette saison. Et je l'avais pas assez remarqué avant, en fait, tout simplement. Je regardais plutôt les autres joueuses du Storm, celles qui étaient plus facilement mises en lumière quand on regardait les matchs en 2018, par exemple. Et pour la deuxième, donc, sur laquelle j'avais écrit un article justement pour parler de cette révélation, c'était donc Julie Allemand, dont Stéphanie va vous parler avec amour et passion peut-être maintenant. J'ose plus trop parce que bon, déjà ça fait un peu trop sang de la patrie, sang de la veine. Maintenant, est-ce que je me rends compte que malgré tout, voilà, Shahid n'est pas tout seul. Il y a énormément de Français et de Françaises qui apprécient Julie Allemand. Je pense aussi en partie parce que elle joue en LFB. Mais oui, pour moi, ça a été la joueuse coup de cœur. On l'avait déjà dit, pas spécialement Enfin, Flo et moi, on a vu plusieurs fois jouer avec les Belgian Cats. Vous aussi, vous l'aviez vu à Lasvel, etc. Avec les Cats, pour moi, elle était encore un niveau au-dessus de Lasvel. Donc, on savait qu'elle était capable. Maintenant, il y a toujours la question de l'adaptation. Je me souviens que quand elle faisait ses premières vidéos où elle était encore dans son hôtel à Indiana, un des premiers trucs qu'elle a dit, c'est « Waouh, ça va vraiment super vite ici ». Quand quelqu'un comme Julie Allemand te dit que ça va super vite, tu dis que ça doit aller vraiment très 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 vite. Et donc la question c'est ça, elle sortait d'une période de confinement complet, total, comme toutes les autres joueuses évidemment, mais où elle n'a pas su s'entraîner physiquement. Et puis on se dit qu'elle doit justement choper un nouveau rythme, un rythme qu'elle définit elle-même comme étant rapide. Il y a de quoi quand même avoir peur. En plus elle prend un rôle qui n'était pas le sien au départ. Normalement quand tu arrives, il y a Erika Wheeler qui doit être là et toi tu es là Et en fait, elle a assuré de A à Z. Franchement, même quand on parlait des pseudo-fatigues qu'elle avait sur la fin de saison, c'était presque risible quand tu voyais comme certaines joueuses pouvaient être décalquées et qu'elle était encore en pleine forme. Je me dis vraiment que le BLMA doit se frotter les mains, de se dire que voilà, et Lasvel, j'espère, s'en mordre les doigts, parce que vraiment, perdre une joueuse comme ça, alors que, bon, elle a, je pense, 24 ans, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, moi, gros coup de cœur, parce que clairement, elle est arrivée, Vini Vidi Vici, elle a vu, elle a vaincu, elle a tout simplement assuré et moi, ravie. Shai, je pense que tu as envie de rajouter quelque chose. En fait, c'était presque frustrant parce que du coup, Indiana, ça fait partie des équipes que j'ai le plus regardé parce que dès les premiers matchs, je me suis dit, ouais, ok, elle est vraiment forte. Nos copains belges, ils nous ont pas juste vendu Julie Allemand parce que c'était la compatriote, elle était vraiment hyper à l'aise. C'était une machine à passe décisive. À 3 points, elle était dans les meilleurs, dans les plus à droite de la ligue. Enfin, elle avait une combativité. Enfin, c'était la meilleure. Pour moi, c'était la meilleure joueuse de l'équipe. C'était pas la meilleure scoreuse parce que Kelsey Mitchell croquait pas mal et voulait aussi montrer qu'elle avait progressé et tout ça. Mais elle a joué tous les matchs titulaires. Elle a un temps de jeu énorme. Et c'était frustrant parce qu'il y a plein de fois où elle était, je l'ai trouvée à son niveau dans la continuité de ce qu'elle faisait depuis le début de la saison. Et où les autres avaient des trous d'air, en passant de McCowan à même Kelsey au Mitchell, même parfois, Candice Dupri a fait une belle saison, mais parfois aussi elle n'avait pas forcément l'énergie pour suivre. Et Julie était toujours à un niveau d'intensité constant, et on se disait, ah merde, c'est quand même dommage que les autres soient pas sur le même plan pour emmener l'équipe en playoff, parce que c'était vraiment impressionnant. C'est en ça que je disais que je la connaissais pas si bien que ça au final, parce que je la voyais jouer contre les Bleus. On voyait bien que c'était une très très belle joueuse, mais on ne savait pas si ça se retranscrirait en WNBA. Et là, j'ai qu'une envie, c'est de la voir sur les prochaines saisons et avec une équipe qui lui permet de prospérer, quoi. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Pendant le confinement, elle avait fait une interview, c'était avec un média belge, je crois que c'était avec Evans. Avec Éric Lenoir, le confessionnal? Oui, c'est ça. Ouais. Et elle disait pendant le confinement, bah oui, mais c'est un peu dur de trouver la motivation pour s'entraîner. Et je m'étais dit en moi-même,
on a vu pendant des périodes de lockout aussi des joueurs arriver hors de forme parce que difficile. Et donc il y a un moment, je dois avouer que tu te dis, bon allez, peut-être que là, elle dit j'ai un peu de mal à m'entraîner, t'as peur que la jeunesse, et en fait, Tamika Catchings, à un moment, dit qu'elle était hyper professionnelle et qu'elle était arrivée à Indiana dans la forme de sa vie, quoi. Physiquement, elle était au top parce que, bon, elle n'avait pas pu toucher un ballon, mais les machines d'entraînement et son programme, elle l'avait bien suivi malgré ce qu'elle avait dit en interview, quoi. Donc c'est vrai que... En fait, elle a bluffé. Elle a bluffé à mort. La meuf, elle se levait à 5h du matin, comme Rocky, tu vois, avec son jaune d'œuf. Et puis elle a fait, non, je suis pas trop sûre. Et après, nous, on a tous fait, oh mon Dieu, Julie. Bien joué la com, Julie. Bien joué. Très malin, très très malin. Voilà qui clôture donc les joueuses coup de cœur. Maintenant, on va devoir faire le plus délicat. Est-ce qu'il y a eu des petites déceptions, Liv? Est-ce que tu vas oser critiquer quelqu'un? Est-ce que tu vas faire du mal à quelqu'un? Je veux pas faire de mal, c'est une toute petite déception, mais en même temps, la joueuse dont je vais parler finit quand même championne de WNBA, donc voilà, c'est quand même pas mal. Bon, il s'agit de Morgan Tuck, c'est une joueuse qu'on a tradée pendant l'intersaison contre Kalina Mosqueda-Lewis. Et je dis déception simplement parce que j'ai pas eu énormément l'occasion de la voir. Elle n'a eu que 8 minutes de jeu en moyenne cette saison. Et effectivement, même quand elle entrait sur le terrain, elle n'était pas forcément toujours... elle n'avait pas forcément beaucoup de réussite et elle avait parfois l'air un petit peu hors de son rythme. Et donc, voilà, j'espère qu'elle réussira à s'épanouir dans les années à venir, sachant que c'était aussi un très bon profil en NCAA, qu'elle avait été choisie en 2e position de la draft juste derrière Stewie en 2016, ou en 3e position, pardon. Voilà, je me dis qu'on l'a échangé contre Kalina Mosqueda-Lewis, qui effectivement ne marquait que entre 3 et 5 points à Seattle sur les années précédentes, mais qui, il me semble, avait un petit peu plus d'énergie. Peut-être qu'elle avait trouvé son rythme au fil des années à Seattle et que c'est juste une question d'adaptation pour Morgan Tuck, mais j'espère qu'elle se révélera dans les années à venir. Tu l'as à l'œil, quoi. Au final, le trade n'a pas été... parce que Kalina Mosqueda-Lewis a disparu de la rotation très vite à Connecticut, au final. Ouais. Ça se passait pas très très bien pour lui. Oui. Alors qu'à Seattle, elle était quand même plus utile à Seattle, il me semble. Bah, justement, moi, pour revenir sur les pronostics qu'on avait fait au début de saison, je l'avais mis en meilleure 6e femme de la saison. Mais qu'est-ce que tu veux dire par meilleure 6e femme? Qu'est-ce qu'une meilleure 6e femme pour toi, Shai? Tu as une définition à nous donner? Faut expliquer les termes. Ouais, donc Morgan Tuck, on t'a à l'œil, ok? Et toi, Flo, ta déception? Moi, la déception, mais c'est pas vraiment visé contre la joueuse, mais plutôt contre on est mais d'un gentil, vous n'imaginez pas les gants qu'on met? Non, j'en fais deux. J'en fais un gentil et un méchant. Alors, le premier, c'est Kayla McBride, parce que on n'a pas retrouvé cette saison la K-Mac offensive qu'on a l'habitude de voir, qu'on considère, elle est considérée comme pour moi la 2e meilleure shooteuse de la ligue, certains presque à égalité avec Ali Quigley. C'est la royauté du shoot à 3 points normalement en WNBA. Et cette année-ci, on a eu du mal à la retrouver, alors que je pense que son profil aurait vraiment fait du bien au S6. Ça peut être dû à pas mal de choses, hein. On a parlé de l'article, enfin de la lettre qu'elle avait sortie pour parler du fait qu'elle s'était pas sentie bien dans sa peau dernièrement, et que donc fatalement ça influe aussi sur les performances en match. On a parlé aussi de l'utilisation qu'en a fait Bill Laimbeer, où il s'est rendu compte qu'il manquait de shoot, et donc clairement il a décidé de ne pas jouer sur cet aspect-là du jeu, mais ça n'a pas aidé à la mettre en valeur. Maintenant, quand on regarde déjà la saison passée, avec le fait qu'il y avait A'ja Wilson et Elise Cambridge qui prenaient beaucoup de place, elle avait déjà des stats qui étaient en baisse, et donc ça fait 2 saisons que offensivement elle est un peu moins présente et un peu moins éblouissante que ce qu'elle a pu être. Et donc oui, c'est une petite déception dans le sens où ça en est devenu une joueuse de rotation cette saison plus moyenne, alors que normalement c'est censé être une des stars offensives de cette ligue, je pense. Elle est en fin de contrat d'ailleurs. Là, c'est là où j'allais en venir, c'est que ça peut ouvrir la porte à pas mal de choses cette intersaison, à savoir est-ce que la situation à elle lui plaît, ou est-ce que ça peut lui donner des envies d'ailleurs. Bon, on aura l'occasion d'en reparler en d'autres occasions. C'était le gentil ou le méchant, ça?
être gentil parce que j'en veux pas vraiment à la joueuse. Je pense qu'il y a tout un contexte qui fait qu'on n'a pas vu la Kayla McBride offensive qu'on aurait pu voir. Le méchant, j'en ai déjà parlé, je vais quand même en dire un mot parce que ça fait toujours plaisir. C'est Terra McCowan, qui est vraiment une joueuse. La saison passée, à la draft, moi je ne l'ai pas trop calculé. D'habitude, je préfère plutôt les petits que les pivots, je vais avouer, dans les profils. Mais en cours de saison, petit à petit, la deuxième partie de saison était vraiment hyper intéressante. Et je me suis dit, waouh, ça c'est une rookie. Elle a fait une deuxième partie de saison rookie où on s'est dit, purée, dans d'autres circonstances, la rookie de l'année, elle aurait peut-être pu commencer à discuter. Voilà. Et du coup, on se disait, année 2, franchement, nouvelle coach, avec en plus Lauren Cox à côté, elle va être responsabilisée, ça va être super. Et en fait, non. Non, et je trouve pas que pour le coup, on peut vraiment remettre ça sur l'utilisation qui en a été faite par la coach ou par ce genre de choses. Je trouve que même dans l'envie, on ne le retrouvait pas. Elle se faisait prendre des rebonds par des ailières alors qu'elle fait 2 mètres, je sais plus, 2 mètres 7 ou un truc comme ça, 2 mètres 3, enfin, elle est censée être plus grande que tout le monde et je trouvais qu'il y avait un côté un peu fainéant qu'on retrouve chez une autre pivot mais dont quelqu'un d'autre va discuter, je pense. C'est une passe d'est, c'est pas une passe d'est, là. C'était une belle passe d'est. Ouais. Moi, j'ai choisi Brittney Griner. Parce qu'avant même son départ, qui reste toujours un peu énigmatique, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Si elle se sentait pas bien dans la bulle, si elle avait un problème personnel à gérer en dehors. Mais avant ça, déjà, c'était pas la Brittney Griner qu'on avait pu connaître par le passé, dominante, vraiment au-dessus du lot dans la raquette. Je la trouve vraiment un peu à l'économie. Comme disait Flo, après c'est peut-être injuste pour les grandes quand elles sont pas dans la forme de leur vie, mais c'est vrai qu'il y a ce côté où on a l'impression qu'elles font pas assez d'efforts, sont pas assez agressives. Et venant de Griner qui sait être agressive, on l'a déjà vu, c'est une championne quand même, c'est pas n'importe qui. Je la trouvais vraiment en dedans et je pense aussi que ça a plombé la dynamique qu'il y avait à Phoenix. Au final, ça tournait vachement sur Skylar Diggins-Smith et Diana Taurasi et c'est pas ce dont elles avaient besoin pour aller loin, quoi. Donc Griner, pareil, c'est un teaser, mais je pense qu'on parlera aussi du fait que on ne sait pas si on la reverra à Phoenix parce qu'elle fait partie des joueuses qui sont susceptibles d'être tradées et de ramener quelque chose en retour. C'est peut-être une fin de cycle aussi pour elle, mais j'ai pas aimé ce qu'elle a proposé sur le terrain avant même de quitter la bulle dans des circonstances énigmatiques. Pour prendre juste la défense des pivots, parce que je joue pivot, je fais 1m80, ce qui correspond en gros à une meneuse en WNBA, mais dans mon niveau à moi, je suis pivot. C'est que mouvoir un corps d'1m80 ou à leur échelle, tu transposes tout à l'échelle de WNBA, à l'échelle d'un corps de 2 mètres, tu peux tout de suite avoir l'air beaucoup plus vite nonchalant, etc. Et c'est pas les mêmes capacités. Donc je comprends tout à fait ce que vous voulez dire, mais j'ai parfois l'impression quand même que c'est effectivement un procès un petit peu difficile parce que quand tu vois justement une Julie Allemand, une Crystal, etc. qui foncent, etc. c'est leur jeu. Donc même si elles sont à côté de leur pompe, elles vont jamais avoir l'air de se reposer spécialement. Maintenant, le travail qu'il faut faire pour tenir sa place dans la raquette, ce genre de choses-là, voilà, je sais qu'une Brittney Griner, elle doit être secouée dans tous les sens, ce genre de choses-là, et c'est des choses beaucoup plus discrètes. Donc je me faisais juste l'avocat du diable 2 secondes, parce qu'en fait, on m'a déjà fait ce reproche plusieurs fois. À part que moi, parfois, je pense que je suis vraiment peut-être un peu molle et tout ça, mais voilà, c'est la gestion du corps des grands est différente de la gestion du corps des petits. Voilà. C'est vrai que l'impression visuelle est sans doute différente. Après, c'est plus, moi, pour ma part, par rapport à la saison passée, ce qu'on a vu, et d'ailleurs dans les... Non, mais après, les pivots sont aussi peut-être un peu plus fainéants de nature, je pense. Hein, parce qu'on court plus, parce qu'on va de plus loin à plus loin. Mais en général, on a tendance à s'économiser un peu plus aussi. Alors moi, j'ai pris un énorme risque, par contre, pour ma joueuse déception. Ouais, Shai, je te promets, je vais justifier. Moi, j'ai choisi de parler d'Elena Delle Donne. Alors, pas de panique. Je ne fais pas partie des gens qui pensent qu'elle aurait dû jouer, etc. Certainement pas. Elle a une maladie qui est une maladie chronique extrêmement lourde, qui est donc la maladie de Lyme. Donc pour moi, pas de problème à ce qu'elle ne veuille pas jouer. Surtout qu'elle a expliqué qu'elle a quand même eu aussi des problèmes. Parce qu'au-delà de la maladie de Lyme, c'était problème de dos.
Elle a quand même joué avec, je sais plus si c'est une double ou une triple hernie discale pour les finals. Triple hernie, voilà. Donc elle s'est fait opérer après. Elle a dit, je me suis même pas encore en parfait état. Donc à nouveau, je comprends, quand c'est des grosses opérations comme ça, tu mets parfois plus de temps. Moi, la seule chose que je peux reprocher à Elena Delle Donne, c'est pas du tout ce qu'elle a fait, son attitude, simplement sa com'. Parce que je me souviens vraiment que la façon dont elle a géré le fait de ne pas jouer, par exemple, était pas une très très bonne façon de faire. Alors que je pense que les gens étaient capables de comprendre, c'était peut-être l'occasion d'expliquer plein d'autres choses, mais il y a eu un très très long silence qui a fait que on s'est posé des questions, elle vient pas, c'est pour la... Et tu vois, le problème c'est que quand tu sais pas, c'est là que tu commences à faire des montages pas possibles et même des théories foireuses et fumeuses. Et donc je pense qu'elle aurait dû dès le départ communiquer un peu plus et me dire chacun a droit à son jardin secret, sa vie privée. Oui, mais là ça influe tout le futur d'une équipe. Ça a aussi des conséquences financières sur plein de choses, etc. À nouveau, je comprends que tu veuilles rester que tu veuilles garder ton salaire, c'est tout à fait logique. J'ai pas de souci avec ça. Mais là, au final, par son silence et sa façon de communiquer, je trouve qu'elle a un peu perdu Elle a un peu perdu de sa superbe. Alors après, voilà, justement, les vrais fans et les gens qui l'apprécient, moi j'en fais partie, il n'y aura pas de problème, elle va remettre un petit orteil sur le terrain, on sera content de la revoir s'il n'y a pas de problème. Mais je sais qu'elle aurait vraiment pu mieux gérer cette partie-là. Et dans la logique de ça, je trouve aussi que même sa communication pendant la saison, quand on voyait vraiment son équipe qui galérait comme pas possible, etc., je suis persuadée, connaissant, enfin non, justement je la connais pas, mais de ce que je pense de la personne qui est vraiment une joueuse que je respecte et une femme que je respecte aussi pour plein de choses, je suis persuadée qu'elle a communiqué avec l'équipe, qu'elle les a pas laissés spécialement se démerder sans rien, etc. Mais publiquement pour les fans, je pense que ça aurait fait plaisir de voir encore plus de soutien de la part de celle qui est quand même leur leader. Et plus d'une fois, on la voyait faire ses planches à saucisson. Et on se disait, meuf, communique, fais quelque chose. Enfin, voilà, je comprends bien qu'elle vit, elle fait son truc à côté. Je suis persuadée qu'elle a fait ça dans l'ombre. Mais à un moment, pense simplement à ton image aux fans et soigne peut-être un petit peu plus en envoyant des petits messages de soutien, ce genre de choses-là. Je prends l'exemple de Tasha Cloud. Tasha Cloud a beaucoup plus partagé des moments de match ou des trucs sympas, etc. que Elena Delle Donne avait l'air d'être un petit peu dans sa bulle, même si c'est délicat de parler de bulle pour le moment, mais bon, bref, dans sa bulle, vous comprenez ce que je veux dire, à faire du roller avec ses potes et à couper son bois. Encore une fois, c'est son droit, je comprends, mais juste, moi, c'est vraiment la déception de sa communication. Ça n'enlève rien en fait que j'adore la joueuse, que je serais contente de la revoir et que je pense toujours que c'est une bonne personne et une joueuse fantastique, mais voilà, quitte à faire un petit bémol, c'était la com d'Elena Delle Donne cette saison. Ça va, Shai? C'est bon? Ça va. Parfait, alors. Je ne sais pas si elle se rend, enfin si fatalement, mais je ne sais pas si elle se rend vraiment compte qu'elle est la MVP sortante de la ligue, qu'elle est une des figures de cette ligue, parce que qu'on le veuille ou non, le fait qu'elle soit blonde et blanche fait qu'elle a une visibilité plus importante que d'autres. C'est pas sa faute, mais elle a la responsabilité aussi de faire avec ça. Et son compte Instagram, j'ai l'impression qu'elle pense qu'il est suivi que par ses cousines et ses potes en fait. Et moi, je suis comme toi, j'ai aucun problème avec le fait qu'elle n'ait pas joué. Je pense qu'elle a pris la bonne décision. Je pense toujours que c'est effectivement. Mais quand tu vois le reste de l'équipe galérer, voir son compte Instagram, franchement, c'était un peu. Et pourtant, on est. Et alors que j'aime qu'elle fasse ça à la base en plus. Mais oui. C'est ça, c'est moi le fait qu'elle fasse son truc de design en intersaison, je trouve ça éclatant, oui, quoi. Oui. La meuf, elle se dit pas je vais aller jouer en Russie, elle se dit non, juste moi je vais faire des planches en bois parce que c'est mon kiff. Franchement, moi ça je trouve ça super bien. Mais juste là avec le contexte, effectivement la communication qui était bof. La saison passée, Breanna Stewart qui a été absente, elle en a profité pour faire un peu de promotion de la ligue et ce genre de choses. Bon après, vu la manière dont ça s'est passé, Elena Delle Donne n'avait peut-être pas envie de faire la promotion de la ligue, ça c'est possible qu'elle ait peut-être gardé en travers de la gorge, mais c'est surtout que c'est une joueuse qui avait un gros déficit d'image par rapport à plein de choses, qui avait réussi à commencer à redorer ça grâce à ses finales et ses playoffs 2019 et sa saison 2019, et là en fait en 3 jours liés à cette décision, elle a juste perdu le bénéfice de toute sa saison passée, quoi. Mais t'as raison quand tu parles du fait qu'elle avait un déficit d'image, il y a en fait, elle a mis du temps à accepter d'être un peu la figure de la ligue et elle communiquait très peu avant, médiatiquement elle était très discrète et puis du jour au lendemain elle a un peu accepté d'être quand elle a eu un gros contrat avec Nike, elle a fait son coming out, son mariage, tout est arrivé d'un coup, mais avant elle était extrêmement secrète,
c'est une timide en fait. Dans le fond, elle a pas spécialement l'amour de la communication et surtout la pratique de la communication. Donc je suis d'accord, on a tous eu, on en a parlé plein de fois, on a tous eu le même ressenti. On la voyait faire ses planches en bois pendant que tu galérais, on avait envie. Il y a plein d'autres joueuses qui ont été absentes et qu'on a vu énormément. Jonquel Jones, elle faisait des interventions à la mi-temps des matchs. Tasha Cloud aussi. Il y a plein de choses comme ça qui ont montré qu'elles étaient impliquées. Et après, voilà, on ne sait pas ce qui se passe en privé avec les autres joueuses. Elle leur envoyait certainement des messages, mais c'était un peu frustrant. Après, je pense que c'est aussi lié à sa personnalité et au fait qu'elle avait effectivement peut-être des soucis avec la ligue et qu'elle n'avait pas envie d'être plus dans la communication que ça et elle voulait vraiment couper, je sais pas. Mais j'ai été frustré au même titre que vous, je pense, hein, mais je suis prêt à lui pardonner à la seconde où elle reviendra sur le terrain et oui, parce que justement, on se doute qu'il y a eu de la com avec l'équipe, etc. Moi, je vois pas le groupe soudé comme il était, que cette année, on a vraiment rien eu à foutre. Donc c'est bien ça que je dis. C'est pas ma déception, c'est pas Elena Deledon, en fait, je me suis mal exprimée, c'est la com d'Elena Deledon. Voilà, parce que la personne, moi, je continue à l'apprécier. Je pense qu'elle a une relation un petit peu compliquée avec les médias. Enfin, ça a toujours été le cas. Par exemple, quand elle devait aller à UConn, en NCAA, et elle est partie avant même le début de la saison parce qu'elle se sentait mal, elle voulait être plus proche de sa famille, plus proche de sa sœur notamment. Et de suite, il y a eu énormément de rumeurs. Certains ont dit qu'elle était enceinte alors que c'était totalement faux. Et je pense qu'elle a peut-être aussi ce souvenir finalement d'une sorte d'acharnement médiatique qui fait qu'elle a tendance à vouloir rester très en retrait, même si ça peut finalement jouer en sa défaveur. Donc, qu'elle embauche un bon communicant. En fait, c'est vraiment ça qui lui manque pour moi. C'est quelqu'un qui effectivement... Parce que je peux comprendre que c'est peut-être même fake de devoir faire des posts genre « Allez les filles, ça va aller, je suis avec vous, etc. » Alors peut-être qu'elle les fait en privé, mais engage quelqu'un, vu le nombre de followers que tu as sur ton compte et le fait que tu sois regardé, engage quelqu'un qui va faire ces trucs faux. Les fans seront contents, tu vois, ils se diront « Bah ouais, parce que c'est la capitaine, hein, si je dis... Elle était capitaine... Enfin, après tu vas me dire capitaine en basket, ça n'a pas un rôle capital, mais... Enfin, en tout cas... C'est le visage de Mystics et son silence, voilà, était un petit peu dommageable en termes de communication. Voilà qui clôture finalement cette saison 2020 de la WNBA. On aura de temps en temps l'occasion de se faire des petites piqûres de rappel, ça je n'en doute pas. Mais maintenant on a le regard tourné vers le futur. Et le futur c'est quoi ? Eh bien ce sont les matchs de LFB, les matchs de Division 1 en Belgique et puis aussi l'Euroleague et l'Eurocup, même si vous avez suivi un petit peu l'actualité, tout ça est très incertain pour le moment, beaucoup de matchs annulés, des compétitions un peu revisitées, etc. Malgré tout, on reste positif et on se dit qu'il va quand même y avoir des matchs parce que the show must go on. Et donc, un petit tour rapide des joueuses à voir en France et en Belgique pour vous. Alors, on vous rappelle déjà que sur le site de Swiss, donc on a la chance d'avoir Mona qui fait un travail phénoménal. D'ailleurs, je ne sais pas si elle regardera ce podcast. Si c'est le cas, elle entendra que je dis des choses gentilles sur elle. Si pas, elle sera punie parce qu'elle ne regarde pas le podcast. En tout cas, Mona fait un travail phénoménal au niveau de la liste Overseas. Donc, en gros, chaque fois qu'on a la confirmation qu'une joueuse joue dans un club à l'étranger, c'est noté. Vous pouvez trouver ça sur notre site. Alors pour vous dire exactement, vous allez sur donc swiss-swish.net et ensuite c'est dans la partie WNBA dans le menu et puis là vous avez un tableau qu'on peut même classer par pays pour retrouver toutes les joueuses qui jouent dans tel ou tel pays. On voit aussi qui joue en Euroleague, en Eurocup et ainsi de suite. Alors nous on va simplement se cibler aujourd'hui sur la France et la Belgique. Je propose qu'on commence par la Belgique parce que c'est là où il y en a le moins. Est-ce que tu sais qui joue en Belgique et qui a on va dire un palmarès de WNBA, Flo? Oui, c'est la seule championne, Erika De Souza. Ouais, il y en a une deuxième. Ah, C'est question pour un champion ici. Je je joue au Lynx. Je n'ai pas joué beaucoup. Tu vas rater les encyclopédies Larousse, Flo. Hein. C'est perdu. Les saisons européennes, j'avoue qu'il faut que je. Mais donc, comme tu l'as dit, il y a effectivement c'est Kayla Alexander du Minnesota Lynx qui joue au Castor de Brenne. Maintenant, elle n'est pas encore arrivée. Elle est toujours, ils sont toujours dans les démarches administratives. Ou si elle est arrivée, c'est tout récent. Mais elle n'a pas encore joué. Alors qu'effectivement, tu l'as mentionné, Erika De Souza a déjà joué. Moi, je l'ai vue en live, en vrai, gagner la Coupe de Belgique avec le Castor de Brenne. Et elle a déjà pu faire la différence. C'est-à-dire que j'étais surprise, mais elle n'est pas dans le 5 de base. Mais elle sort du banc. Et en l'occurrence, les Castors de Brenne ont eu un match un petit peu compliqué. Il a vraiment fallu la fin du match pour se lancer. C'est Erika De Souza qui, 2-3 fois, a vraiment pris ses responsabilités en allant à l'anneau et en se faisant
en mettant ses lancers francs et en faisant ce qu'il fallait au bon moment. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Rica de Souza, c'est une joueuse brésilienne avec aussi un passeport espagnol. Elle est championne en 2001, je pense, ou 2000, non, les Sparks 2001 ou 2003 2003. C'est un ou deux. Alors c'est 2001. Donc championne en 2001 avec les Sparks. Elle a été All-Star Game, elle a été dans les All Defensive Team. Elle a encore joué au Brésil pour l'équipe du Brésil il n'y a pas longtemps. Tu l'as peut-être vu jouer, toi, Liv, quand tu étais au TKO de Bourges? Je l'ai vue au TKO à Bourges. Elle était impressionnante. Elle menait son équipe avec une énergie folle, même à son âge. Et voilà, ce qu'elle apporte sur le terrain, que ce soit sportivement ou simplement psychiquement, c'est vraiment exceptionnel. Ouais, 38 ans. Et alors, voilà, moi, je suis un petit peu les Castors. Et c'est vraiment déjà, elle a l'air de très bien s'entendre avec Marjorie Carpréau. Donc, à mon avis, ça va faire un chouette duo. Et c'est bien parce que l'équipe de Bren, pour cette saison, elle est composée d'énormément de jeunes et de jeunes talents belges. Donc, vraiment, là, le Castor de Bren a pioché du local pour beaucoup de choses, mais avec beaucoup de joueuses très jeunes. Et c'est justement chouette de voir qu'elles sont épaulées par des joueuses comme Marjorie ou comme Erika de Souza. Donc voilà, si vous avez l'occasion d'aller voir jouer les Castors de Bren. Kayla Alexander, j'ai pas encore grand chose à dire puisque je ne l'ai pas encore vue en vrai. Avec les Lynx, elle a peu joué. Mais elle a fait partie de la belle aventure quand même. Et de toute façon, je pense que ce sera quelque chose d'intéressant à voir. Il faut que je me remette. Donc voilà, ça c'est au niveau de la Belgique. Alors, au niveau de la France en LFB, il y a clairement un club très bon élève. C'est le BLMA avec Edwige Lawson à la baguette, alias Edwige les bons tuyaux, puisqu'elle a réussi à rameuter pas moins de 4 joueuses de WNBA. Alors, on l'a dit tout à l'heure, elle a eu le nez très 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 fin et elle a récupéré les bêtises de l'Asvel, puisqu'elle a récupéré Julie Allemand, qui vient donc du Indiana Fever. Et puis, elle a ajouté Maïcha Heinz-Allen pour faire plaisir à Flo, comme ça vraiment le bonheur et l'extase est complète. Donc Maïcha Heinz-Allen, c'est celle qui a failli être MIP, mais pour une question de définition, elle ne l'a pas été. Et donc une joueuse qui a... De quoi ? Aurait dû. Elle aurait dû, voilà, elle aurait dû. Donc très très bonne joueuse de Washington Mystics. Il y a Cheyenne Parker, qui vient du Chicago Sky, qui a aussi fait une excellente saison. Donc ça, à mon avis, c'est un petit prêt de couple. James Wade a prêté Cheyenne Parker. Et enfin, la dernière joueuse qui reste, c'est une joueuse qui arrivera seulement en janvier. C'est Asia. On dit Asia? Aidez-moi. Asia. Ouais, Asia Durr. Donc Asia Durr, je vous situe. Elle a été draftée, je pense, en numéro 2 par le Liberty la saison passée. Blessée une grosse partie de la saison à l'aine en partie, puis au dos, donc on a très peu vu. Et cette saison, elle a carrément fait une saison blanche, toujours pour des problèmes de blessures récurrentes, mais je pense que là, elle s'est fait opérer. Et donc, on l'attend à Montpellier en janvier. Donc, ça fait pas moins de 4 joueuses WNBA dans l'effectif du BLMA. Moi, j'ai vu un match pour le moment où c'était vraiment impressionnant. Je sais que le deuxième match était un petit peu plus compliqué. C'est forcément quelque chose à mettre en route. Mais très clairement, il y a quelque chose de pas mal qui peut se jouer du côté du BLMA. Un avis sur ce recrutement plutôt intelligent ? Je pense juste ça me fait juste penser à quelque chose que j'ai vu sur Twitter. C'est sur le site américain Swish Appeal, que vous avez peut-être déjà vu. Bien sûr. Et ils ont fait un classement des 10 anciennes joueuses WNBA qui mériteraient d'avoir un job de head coach ou de dirigeante en WNBA. Et ils ont cité Edwige Lawson-Wade pour ce qu'elle faisait au BLM. James Wade l'a retweeté d'ailleurs en disant qu'il était fier que le travail de sa femme soit reconnu à sa juste valeur. Donc ça, c'est assez clair que ce qu'elle fait depuis qu'elle est en poste, c'est impressionnant. Ça bouge vraiment bien au BLMA et je pense que c'est pas terminé. Tout à fait. Edwige. Liv, un commentaire sur l'intersaison du BLMA ? Juste dire qu'effectivement, Edwige suit tout ça de très très près. Et elle a finalement un flair assez développé, on peut dire. Comme elle l'avait dit en fin de saison, chaque année, en fait, elle déniche des talents en WNBA, des talents qu'on connaît peut-être si on suit de près le championnat, mais ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et ensuite, souvent, ce sont des plus grosses écuries européennes, les clubs russes, etc., qui arrachent les talents dénichés par Edwige. Donc, c'est la preuve quand même qu'elle ne choisit pas n'importe qui. On aurait pu les voir en Euroleague cette année, ça aurait été bien. Ouais,
C'est dommage parce qu'avec l'effectif qu'elles ont, ça aurait pu être beau. C'est clair. Mais toi, Flo, le BLMA t'inspire? Oui, il y avait juste. Oui, moi j'ai regardé les deux matchs dont tu parlais. Maïcha, elle est déjà bien en place, hein. Elle est bien partie pour. On se demandait si ça allait continuer. Elle a l'air partie pour continuer sur sa lancée. Par contre, j'avais vu quelque chose par rapport au retour des Giadure, mais je connais pas bien les règles. Mais il y a des histoires du nombre de passeports étrangers que tu as le droit d'avoir dans l'équipe. Et donc, il était possible que le retour des Giadure se fasse au détriment d'une autre internationale, en fait. Mais j'avais cru comprendre qu'ils étaient limités par le nombre de soit non européennes ou de. Mais je ne sais pas si vous n'avez pas plus d'infos, on demandera aux gens de commenter. Il y a une des joueuses, je ne sais plus si c'est Cheyenne ou Maïcha, mais il me semble qu'il y a une des deux qui est là pour remplacer Eja en attendant son arrivée. Je ne sais plus laquelle c'est. C'était pas avec Alicia. C'était pas avec Alicia Gray cette histoire? Je me rappelle plus. Il y avait ça aussi. Mais du coup, ce serait plutôt Maïcha. Maïcha qui remplace Alicia, qui remplaçait Eja. Oh mon dieu, c'est les chaises musicales en fait au BLMA. En fait, Edu Gelson, elle est animatrice de camp de vacances. Alors, il y a deux autres joueuses quand même en LFB dans des clubs qu'on attendait peut-être moins. C'est vrai qu'on s'attend à l'Asvel, on attend toujours la confirmation d'Alicia Clark. Hein, donc, c'est pour ça que pour le moment, on ne le mentionne pas encore. Il n'y a rien d'officiel, mais je pense que il y a des discussions. En gros, pour faire bref, je pense que ce qu'il y a, c'est qu'Alicia Clark veut un peu de repos, que l'Asvel voudrait qu'elle vienne tout de suite et que du coup, il y a un petit peu des accords. Donc, soit ils n'auront pas le choix, elle arrivera après. Mais en tout cas, voilà, c'est en discussion. Je disais l'autre, alors il y a évidemment Marine Johannes, mais comme elle n'a pas joué dans la dernière saison, mais ça reste une joueuse de WNBA évidemment dans un effectif. Mais je pense que on va. Il y a également Nayo, donc je ne vais pas prononcer le nom de famille. Renkok Egunwe. Renkok, voilà. qui vient. Alors, idem, elle n'a pas joué la saison dernière, elle a joué en 2019 au Liberty, mais elle est là à Lasvel aussi, donc ancienne joueuse également. Puis du côté de Bourges, il n'y a personne. Bourges aussi travaille un peu comme les casteurs qui font fort du belgo-belge. Je pense que Bourges est fort en franco-français avec quelques exceptions. Mais par contre, il y a deux joueuses dans des clubs peut-être un petit peu moins connus. D'une part, il y a Jasmine Jones, qui est donc la rookie du Liberty qui est à Tarbes. Donc ça peut être très intéressant à voir dans le genre jeune joueuse pleine de talent et de peps. Elle a fait une très bonne saison au Liberty. À New York, on l'a bien vu, on l'a vu très à son avantage à New York, dans cette espèce de grand bouillon de jeunesse, elle a quand même assez surnagé. Tout à fait. Et l'autre joueuse, c'est Bridget Carlton, donc la Canadienne des Minnesota Lynx, qui elle a décidé d'aller goûter du chouchen et de manger des crêpes à Landerneau. Désolée, je fais le cliché. J'ai vu qu'Émilie in Paris, ça marche bien au niveau du cliché. Donc moi, je fais Bridget in Bretagne avec le chouchen et les crêpes au caramel beurre salé. Mais du coup, voilà, Bridget Carlton, c'est une bonne surprise du Minnesota Lynx cette saison. Encore quelqu'un que Cheryl Reeve a sorti de son chapeau et qui, à mon avis, peut aussi faire beaucoup de bien. Maintenant, je vous avoue que je connais un peu moins Tarbes et Landerneau, donc je ne sais pas trop dans quelle mesure... Oui, se situe. Je sais que Landerneau joue le Rock Up. Mais j'ai du mal à voir dans quelle sphère du classement de l'FB il se situe. Je suppose peut-être première moitié de tableau quand même. Milieu de tableau, je dirais. Mais dans tous les cas, ça va faire. Tant d'équipe, c'est ça. Ça va faire une belle. Voilà, ça fait quand même 6 joueuses. Si on compte celle que je viens de dire, si j'en rajoute Marine, etc. Donc voilà, très clairement, on l'avait déjà dit, j'en ai déjà parlé plusieurs fois avec les personnes que j'ai interviewées dans les interviews en dehors enfin sur les métiers un peu en dehors des joueuses et des coachs. Donc j'avais interviewé Chloé Bérard du BLMA, Pierre Salzman aussi, le speaker de l'Asvel, et tous les deux m'avaient dit que la LFB était la meilleure ligue d'Europe. En partie parce que ce qui m'expliquait, c'était que chaque équipe pouvait potentiellement battre une autre équipe et que c'était pas comme par exemple Ekaterinbourg, je pense qu'ils ont encore roulé hier sur une équipe, ça doit faire du 120 à 50, quelque chose comme ça. Il n'y a pas ça en LFB. Là on le voit aussi, c'est que dans peut-être des équipes un petit peu moins connues que les mastodontes que sont l'Asvel, Bourges et maintenant le BLM1 qui a gagné ses lettres de noblesse, on a quand même des joueuses d'un bon calibre qui nous rejoignent. Donc voilà, c'est plutôt des bonnes choses. Maintenant, difficile de dire comment on va voir les gens, puisque l'Eurocup et l'Euroleague, tout ça est encore un peu incertain pour le moment. Mais n'hésitez pas de toute façon à suivre les clubs dont j'ai parlé sur les réseaux sociaux.
parce que c'est comme ça, par exemple, qu'on se retrouve à voir des matchs avec Maïcha, Julie, ce genre de choses-là, sur YouTube, en plus à des heures respectables, sauf pour toi, Shai, mais je veux dire à des heures humaines pour la plupart des humains. Je pense même que certains matchs sont avancés maintenant à 17h, donc ça permet même aux Belges de pouvoir souper après. Donc autant vous dire que les horaires de LFB sont vraiment absolument parfaits. Quand Shai prendra son petit déjeuner, il pourra regarder le match. Exactement. Lui qui se lève très tôt, je suis mauvaise langue. En fait, c'est pas qu'il a des horaires bizarres, c'est qu'il a pas d'horaire. C'est ça. Voilà. Et encore, 24 heures sur 24. vous m'avez pas connu il y a quelques années, là, ça va, j'ai un rythme très plan-plan, là. Il est rangé des camions, là. C'est ça. Voilà, donc c'est ce qui clôture notre petit podcast du jour. Comme on vous l'avait dit, pas de panique, on ne vous abandonne pas. On fera peut-être un rythme plus hebdomadaire parce qu'à un moment aussi c'est pour meubler, ça va être compliqué, mais on a plein d'idées pour partager des chouettes choses avec vous. Et on vous retrouve donc, à mon avis, d'ici un petit mois pour un nouveau podcast. On aura peut-être déjà l'occasion de faire le point sur ce qui se passe en LFB et en Division 1 belge, mais aussi de voir s'il y a eu de l'actu, des nouveautés. Et vous inquiétez pas, on trouvera bien de quoi parler. On vous dit à très bientôt. Salut, salut!